Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Emilio Abril, qui est le fondateur de deux chaînes YouTube à succès. Verfeuille, qui a 191 000 abonnés sur des questions de santé et de nutrition, et la chaîne Emilio Abril, la chaîne éponyme, a 180 000 abonnés sur laquelle il parle de différents sujets, notamment liés au développement personnel. Le business d'Emilio, c'est de vendre des formations, notamment dans le domaine du développement personnel, justement. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est l'histoire du grand saut. Comment est-ce qu'on peut partir en Asie sans avoir encore un business qui tient la route et essayer de monter un business en direct live sans filet de sécurité. L'histoire d'Emilio qui évidemment fait écho à la mienne et on partage un petit peu nos souvenirs de ce que c'était de démarrer à partir de zéro en Asie, de partir très rapidement. En l'occurrence, lui, il est parti en Thaïlande. On parle aussi de YouTube, bien sûr, c'est un autre point qu'on a en commun, et des stratégies de croissance qui ont fait le succès des deux chaînes d'Emilio. Qu'est-ce qui était différent entre les différentes chaînes? On parle de la question du contenu quotidien, du référencement, comment est-ce qu'on développe une chaîne au fil du temps, quelles sont les stratégies en termes d'audience, en termes de création de contenu, en termes de monétisation. Et à ce niveau-là, on va parler du business model des formateurs et des différents business models que Emilio a testés, notamment deux techniques à la mode qui sont les emails quotidiens et le business des petites formations, qui sont des petites formations qu'on va sortir de manière régulière, souvent c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, versus le business model que moi je fais depuis le début et que je pratique encore aujourd'hui et que j'enseigne majoritairement, qui est le business de faire des grosses formations, de faire des tunnels de vente et de construire quelque chose d'un peu plus travaillé en termes de produits et donc qui se renouvelle moins souvent. Emilio va nous faire des retours sur ces différents modèles, ce qui a marché pour lui, ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'il a essayé et là où on est arrivé aujourd'hui. Finalement, on parlera de la question de l'équipe, est-ce qu'il faut recruter une équipe? Vous le savez si vous écoutez cette émission, moi, mon modèle, c'est de construire une équipe, de construire un petit empire chez Marketing Mania. Emilio va prendre une direction totalement différente de la mienne, il va avoir des priorités qui sont différentes. Et donc, ça vous donne une vision de... vous n'êtes pas forcément obligé finalement de faire ce que fait Marketing Mania et développer cette équipe. Et il y a une autre manière de faire où vous pouvez très bien gagner votre vie en étant finalement un créatif totalement indépendant et en faisant un petit peu ce que vous voulez sans vous poser trop de questions à ce niveau-là et sans vous compliquer la vie. Donc sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Emilio Abril de la chaîne YouTube Emilio Abril. Et bien salut Emilio et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc toi et moi, on a un point commun, on a une expérience un petit peu qui définit ta vie. C'est quand tu décides un jour que tu vas gagner ta vie sur Internet, tu pars en Asie avec quasiment rien et tu décides de faire le grand saut essentiellement et de construire ton business alors que tu es déjà en Asie. Ce qui est un truc que finalement peu de gens font pour des raisons qui sont évidentes, c'est-à-dire que vu comme ça paraît comme un risque qui est un petit peu délirant. Pour remettre le contexte, toi, tu avais quel âge quand tu as fait ce changement-là? Je crois que j'avais 21 ans et je venais juste d'arrêter mes études. En fait, j'avais déjà fait un petit peu d'argent avec mon business, mais pas grand-chose, juste quelques centaines d'euros. Et effectivement, j'avais pas grand-chose sur mon compte bancaire. Moi, j'aime bien dire que je suis parti avec 500 balles, 3 slips et ma caméra. Et j'avais pas de billet retour, en fait. Et effectivement, j'ai dû construire tout mon business sur place, en Asie. Après, le coût de la vie a aussi joué. Ça m'a laissé un peu plus de temps, un peu plus de répit. Mais j'ai vraiment dû charbonner, du coup, pour faire des ventes rapidement. Et de cette manière-là, quand tu brûles tes navires, alors évidemment, c'est risqué, mais quand tu brûles tes navires, tu es beaucoup plus motivé. Forcément, tu n'as pas le choix, en fait. Donc, tu passes à l'action de manière beaucoup plus régulière. Et franchement, tu prends les risques qu'il faut. Et ça t'aide à avoir des résultats. Et puis, de toute façon, après, effectivement, c'est risqué. Même dans le pire des cas, qu'est-ce qui serait passé? Probablement que même si si j'étais arrivé à court d'argent, voilà, mes parents auraient pu m'aider, je serais rentré, j'aurais trouvé un travail, je les aurais remboursés, puis ensuite j'aurais continué à travailler sur mon projet. Peut-être qu'un an plus tard, j'aurais pu repartir en Asie. Ouais, Donc au final, si on relativise, le risque n'est pas si élevé que ça, je pense. ouais. Mais il est perçu comme étant plus élevé. Et même moi, tu vois, en y repensant vraiment, et j'ai du mal à me souvenir exactement, tu vois, qu'est-ce qui m'a donné ce feu intérieur ou cette confiance, cette motivation. Dans ton cas, si t'as gagné quelques centaines d'euros et tu as 500 euros sur ton compte, même en Asie, tu vas pas non plus très loin avec ça. Hmm. Tu as quand même un certain gap à fermer. Qu'est-ce qui te donne la confiance de dire, OK, ce gap, moi, je vais pouvoir le fermer, je vais pouvoir générer, c'était quoi ta target en gros pour vivre en Asie? 1000 euros? J'avais pas vraiment de target en termes de chiffres, je voulais juste réussir à gagner suffisamment pour pouvoir en vivre. Mais après, comme j'avais déjà une petite audience, je crois que quand je suis parti, je devais avoir 3000 abonnés YouTube, quelque chose comme ça. Et l'expérience m'avait déjà montré que je pouvais gagner de l'argent grâce à mon audience en proposant des programmes de formation.
Et donc, c'est ce que j'ai continué à faire dès que je suis arrivé. Et ça, voilà, j'ai commencé à gagner quelques petites centaines d'euros. Mais il y a eu des moments où, surtout au départ, le premier mois où j'ai débarqué à Bangkok, j'étais tout seul. C'est la première fois que je voyageais comme ça, tout seul aussi loin. J'étais complètement paumé. Je débarque dans Bangkok, qui est une jungle urbaine absolument incroyable. Enfin, c'est complètement dingue quand tu arrives là pour la première fois. Et au départ, j'étais tellement stressé par l'argent que pour te dire, je mangeais des bananes que j'achetais dans la rue et du riz du 7-Eleven que je faisais cuire moi-même dans mon Airbnb tout pourri. Et pendant 2 semaines, je mangeais quasiment que ça, en fait, juste pour sauvegarder quelques petits bahts par-ci, par-là et ne pas dépenser. Et finalement, bah, voilà, j'ai quand même réussi à tenir avec très peu pendant un certain temps. Au bout d'un moment, j'ai commencé à lancer des programmes qui m'ont permis de progressivement gagner un petit peu plus jusqu'à ce que j'arrive à, voilà, à vivre, on va dire, dignement et pouvoir manger un peu plus, des choses un peu plus sympas, quoi. Donc, tu estimes que ça t'a pris combien de temps d'avoir cet équilibre où tes dépenses où tes revenus commençaient à couvrir tes dépenses? Alors ça a dû me prendre 2-3 mois, je dirais quelque chose Ok. comme ça, 2-3 mois. En fait, j'ai eu de la chance, je pense, à un moment, parce qu'à l'époque, ce que je faisais, enfin, j'avais vraiment pas de système marketing. Mon business était vraiment bancal. En fait, tout ce que j'avais, c'était ma chaîne YouTube. Pour te dire, j'avais même pas de liste email. Ce qui est, je pense, une des plus grosses erreurs que j'ai faites au départ, qui a été de ne pas lancer Hmm. de liste email plus tôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des vidéos de vente. Je vendais des formations par vidéo sur YouTube. Et j'ai eu 2 de ces vidéos de vente qui se sont bien référencées. Je ne sais pas pourquoi. Elles arrivaient à 20 000, 30 000, 40 000 vues. Et donc, j'avais des ventes régulières comme ça qui venaient de ces vidéos-là. Et ce qui m'a permis d'avoir un petit peu des ventes qui tombaient toutes seules. Donc, ça a un petit peu amorcé la machine. Je dirais que c'est au bout de 2-3 mois, ça a commencé. Ouais. Et donc, dans un univers alternatif où tu ne serais pas parti, moi, c'est aussi une question que je me pose, tu vois. C'était Ouais. est-ce que ça a radicalement accéléré? Tu penses que dans un univers où tu serais parti en 2 ou 3 mois, c'était jouable, ou tu penses que ça a radicalement accéléré la timeline, en fait, ou un truc qui t'aurait pris beaucoup plus de temps, un an ou plus, de faire, ou est-ce que c'était juste une coïncidence, tu vois, que ce soit à ce moment où tu es parti, que ça a fait une différence? Non, je crois énormément au fait de changer d'environnement pour trouver une motivation très forte. En fait, quand j'étais à Bordeaux, j'habitais à Bordeaux avant, je venais d'arrêter mes études. En fait, je vivais encore chez mes parents. J'étais étudiant, j'avais pas de source de revenus autre que ce que me donnaient mes parents dans le cadre de mes études. Donc forcément, voilà, mes parents commençaient à mettre un petit peu la pression parce que je venais d'arrêter mes études, j'avais mon projet, mais eux, voilà, ils connaissaient pas du tout comment ça fonctionnait, ils avaient aucune confiance en mon truc, ce qui est normal, je leur en veux pas du tout. Mais effectivement, cet environnement-là était très négatif pour moi, surtout que pendant mes années d'études, en fait, j'ai eu une vie assez chaotique les années qui précédaient mon départ donc, en Asie. Donc, je buvais énormément d'alcool, je sortais 3-4 fois par semaine, me bourrais la gueule au bar du coin, jouer au billard, boire des pintes. Aussi, j'ai eu une période où je fumais des joints beaucoup. Enfin voilà, j'ai eu vraiment une vie assez chaotique. J'avais pas confiance en moi également, j'étais très timide. Et donc, en fait, le fait de quitter cet environnement dans lequel j'avais eu cette vie-là, cette ancienne vie-là, ça m'a vraiment permis psychologiquement, alors je ne sais pas exactement quels principes sont en jeu, mais psychologiquement, ça m'a permis de prendre un nouveau départ et de sortir de cette espèce d'ancrage psychologique négatif que j'avais quand je me trouvais dans mon environnement à Bordeaux. Et quand je suis revenu après en Asie, d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que je n'ai pas tenu très longtemps en France. Je suis très rapidement reparti parce qu'en fait, j'avais toutes ces émotions négatives qui étaient attachées à mon environnement qui revenaient. Je me remettais à procrastiner, j'étais peu productif, je ne me sentais pas très bien. Et dès que je suis reparti, après je suis parti en Europe de l'Est, là, tout de suite, je me suis senti beaucoup plus motivé et beaucoup plus efficace. Hmm. Je crois pas mal à cette idée de changer d'environnement. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière pour les gens d'appliquer ce principe sans avoir à déraciner leur vie et sans partir à l'étranger? Est-ce qu'il y a une version plus light ou est-ce qu'il y a une autre manière d'appliquer ce principe en dehors, par exemple, de la géographie? En dehors de la géographie, bah, c'est quelque chose d'assez soft au niveau de la géographie. C'est par exemple prendre un week-end dans un Airbnb. Rien que le fait de changer d'appartement, même en restant dans la même ville, ça peut déjà créer un shift psychologique et permettre de se mettre dans un environnement neuf. Après, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Par exemple, moi je suis fan de minimalisme, par exemple. Et le fait d'être dans un environnement désordonné, en fait, c'est très compliqué. Enfin, pour moi en tout cas, mais je pense pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué de travailler quand on est dans un environnement qui est désordonné. Et dès qu'on se met à ranger son appartement, son bureau, bah, tout d'un coup, on se met à avoir l'esprit plus clair. C'est comme si nos idées étaient plus ordonnées, comme notre environnement, en fait. Et donc, le fait de travailler sur notre environnement comme on peut, en fait, rien en rangeant ou alors même en déplaçant certains meubles, des choses comme ça peut nous permettre
en fait, les ancrages se défont. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des ancrages Hmm. psychologiques qui sont supprimés et on repart un petit peu sur une base neuve, ce qui nous permet d'être plus efficace et de se libérer un petit peu des ancrages de notre environnement précédent. Je me demande si au niveau du boulot, le fait d'avoir un endroit qui est dédié pour travailler, ça fait pas une grande différence. Toi, par exemple, quand tu es ici, tu travailles dans l'Airbnb où tu habites quand tu es là à Bangkok, ou est-ce que tu as un endroit séparé? Parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu Hmm. beaucoup à cœur d'avoir un endroit qui est séparé. À partir du moment où je suis arrivé en Asie, bah, j'ai habité comme toi dans des chambres à la con, avec en plus une connexion pourrie. Et parce qu'il y avait un routeur qui était partagé par un immeuble entier. Et donc, du coup, ben, j'ai allé au café, quoi. Et vraiment, parce qu'au départ, moi, j'étais au Vietnam, qui est vraiment excellent pour les cafés. Et après, au Ouais. coworking. Toi, comment est-ce que tu réfléchis à cette question? Est-ce que c'est un truc auquel tu penses beaucoup, trouver l'environnement de travail parfait, ou est-ce que tu es assez content de travailler un peu n'importe où dans un Airbnb? Non, complètement. En fait, au départ, j'étais célibataire, donc c'était plus facile de travailler chez moi. Hmm. J'arrivais à me faire un petit espace dédié, ou alors ça m'arrivait aussi de travailler dans des cafés. En fait, ça dépendait du type de travail. Typiquement, pour tourner une vidéo YouTube, je préfère être chez Ouais. moi. Par contre, pour travailler sur mon marketing ou travailler sur l'écriture d'une page de vente ou d'email de vente, je préfère être dans un café, dans un environnement un petit peu nouveau. Aujourd'hui, je suis en couple maintenant depuis plus d'un an et donc c'est évidemment différent parce que j'ai ma copine à la maison, elle travaille à la maison aussi, elle est prof de taille, elle donne des cours par Skype. Et donc, évidemment, c'est plus difficile de travailler quand il y a quelqu'un, quand il y a un autre être humain avec soi. Alors, il y a des gens qui y arrivent très bien. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis quelqu'un de très introverti. Et dès qu'il y a un autre être humain dans mon champ de vision, en fait, c'est très difficile de rester concentré. Donc, ça peut paraître un peu extrême, mais en fait, moi, quand je suis dans certaines villes où j'ai mes petites habitudes, comme Chiang Mai par exemple, je vais toujours louer 2 Airbnb à la fois. Donc, Hmm. il y en a un qui va être là où je vais dormir et où je vais me réveiller le matin, prendre mon petit-déj, être avec ma copine. Et puis, il y en a un autre, ça va être mon bureau, en fait, qui va être vraiment un Airbnb vide, ultra basique, mais dans lequel je vais travailler, je vais pouvoir faire mes vidéos, je vais pouvoir être tranquille, être tout seul et réfléchir à mes trucs, quoi. Hmm. Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu réfléchis? Tu les prends dans le même immeuble? Moi, j'avais à Bangkok, j'avais pris deux apparts aussi un peu sur ce modèle. J'avais pris dans le même immeuble. Mais il y a un côté où je me suis dit, tiens, si j'avais eu 5 minutes de marche entre les deux, ça aurait été encore mieux. Je me serais vidé la tête en faisant 5 minutes de marche. Ouais, j'ai essayé un petit peu les deux, soit dans le même immeuble ou alors dans un immeuble à côté, soit carrément loin. Ce que je préfère, c'est quand c'est loin parce que ça fait un petit peu comme si tu partais le matin et comme il y a de la distance, en fait, il y a une espèce de… si tu veux aller travailler, forcément, ça va demander plus de temps pour y aller et donc tu vas pas revenir. Tu te dis, j'ai oublié un truc ou alors il faut que j'aille chercher un truc dans ma chambre. Bah, tu as juste à y aller, c'est à 2 pas. Mais là, forcément, cette force à être plus concentré, à être plus focus, c'est vraiment à y aller le matin et puis revenir le soir. Et ce qui te permet d'avoir des journées un peu plus cadrées, je trouve, contrairement à si dans le même immeuble, où tu peux Hmm. finalement, voilà, tu peux très bien te dire, je vais prendre une pause d'1 heure, tu rentres à la maison, et finalement, ça nuit un petit peu à ta productivité. Donc, j'ai une petite préférence pour le fait de prendre un bureau un peu plus loin. Ouais. Et je pense que pour les gens qui se disent, mais moi, je peux pas prendre deux apparts, etc., une grosse contrainte qu'on va avoir tous les deux, c'est le fait de faire des vidéos ou faire des podcasts ou enregistrer pas mal, ce qui Mm. coupe quand même la possibilité de travailler dans un café, ce qui coupe la possibilité de travailler dans un coworking, sauf si tu as une pièce séparée. Et en fait, dans un coworking, avoir une pièce séparée, c'est quasiment aussi cher qu'avoir ton propre appart. Littéralement, c'est quasiment le même prix qu'un Ah ouais? loyer. En Bangkok, ouais, j'ai Ok. checké. Et finalement, pour beaucoup moins bien, tu vois, parce que dans un appart, tu as tout, tu Mm. as une salle de bain et tout. Tu peux même faire ton café si tu veux. Enfin, tu vois, tu as un Ouais. truc. Et finalement, c'est assez économique. Mais voilà, à une époque où moi, je n'avais pas encore ça, ça fonctionnait bien dans un coworking. Après, j'avais la chance d'avoir un coworking au Vietnam. Les gens qui regardaient mes premières vidéos s'en souviennent, où il y avait une petite salle avec des murs insonorisés avec de la mousse pour faire des appels. Et en fait, moi, je faisais mes vidéos et mes podcasts dedans, tout seul dans ma petite salle. Ah oui. Et il faisait méga chaud. D'ailleurs, c'était un de mes grands souvenirs. Il faisait 2000 degrés parce qu'en fait, c'était tellement petit qu'en fait, tu avais la clim dans la tête. Et du coup, ça faisait beaucoup de bruit sur le micro. Donc, du coup, j'étais là à suer tout seul dans ma pièce à enregistrer. Mais du coup, j'avais un peu hacké le truc parce qu'en fait, finalement, je payais tu vois, un hot seat dans un coworking pour être assis sur une table avec 40 personnes. Mais il y avait une petite pièce un peu individuelle que personne d'autre en fait utilisait. Donc, souvent, je pouvais enregistrer. Mais si tu es retiré de cette contrainte, finalement, il y a pas mal d'options en termes d'espace où tu peux aller, que ce soit des coworkings, que ce Mm. soit des cafés. Et te faire des petites habitudes là. Il y a pas mal de coworking qui sont très confortables à ce niveau-là, je trouve. Et qui. Ouais, pendant longtemps, je faisais des Ouais, vidéos en extérieur aussi. Enfin, c'est une ouais, option aussi c'est pour vrai. la vidéo qui permet d'avoir des paysages assez variés. Surtout si tu fais juste du face caméra, finalement, Ouais. que tu improvises, enfin, tu fais de la semi-improvisation, que ton tournage ne dure pas trop longtemps. C'est voilà, c'est une option aussi. Après, le problème, c'est la lumière. Effectivement, quand
quand il fait, quand le soleil tape très fort et qu'il est midi, 1 heure de l'après-midi, la lumière va être très moche. Donc, il faut un peu plus calculer, s'organiser. Mais moi, aujourd'hui, voilà, je préfère faire en intérieur parce que tu as plus de contrôle, disons, sur le process. Après, ça peut aider aussi quand on n'a pas forcément les moyens de prendre une deuxième chambre, d'aller se mettre dans un parc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, tourner des vidéos dans des parcs tôt le matin, par exemple. Il y a une belle lumière, il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt sympa. Et ça fait des belles vidéos en plus. Donc, du coup, on parle de vidéos, c'est une bonne transition sur la suite. Toi, tu as essentiellement monté ta carrière sur des chaînes YouTube. Tu as eu 2 grosses chaînes YouTube qui sont importantes. Qu'est-ce qui t'a donné à l'origine l'envie de faire des vidéos YouTube? Parce que, intuitivement, si je suis dans une situation où je me dis, OK, je déménage en Asie, il faut que je fasse de l'argent le plus rapidement possible. YouTube, c'est un bon moyen de scaler, de toucher des gens, et puis c'est un truc assez cool à faire. Mais c'est pas forcément le truc où tu te dis c'est la cash machine super rapidement. Et il y a un côté où tu te dis le conseil le plus intuitif que je donnerais à quelqu'un qui a vraiment besoin de faire du cash rapidement, c'est essayer de trouver une compétence bien spécifique que tu peux faire et de faire un truc en freelance. C'est un truc qui est beaucoup plus prévisible et où tu peux aller prospecter des gens, alors que prospecter pour ta chaîne YouTube, c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer sur YouTube? Est-ce que c'était un calcul? Est-ce que c'était juste ce que toi tu avais vu? Est-ce que tu avais envie de répliquer? Est-ce que tu avais une passion particulière pour la vidéo? Non, en fait, je me suis lancé déjà pas mal de temps quand même avant de partir en Asie. Je dirais quelque chose comme 8 mois avant, 7-8 mois avant. Et à ce moment-là, en fait, c'était vraiment une période où j'étais très mal parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mes études d'informatique à Bordeaux ne me plaisaient absolument pas. Enfin, je savais très bien que ce n'est pas ce que je voulais faire. Et mon seul échappatoire, c'était, comme je disais, de me mettre des cuites. Et à ce moment-là, j'avais vraiment, je me mettais à moi-même beaucoup de pression pour trouver ce que je voulais faire, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc, il y a le côté passion aussi qui a beaucoup pris le dessus. Et surtout, j'avais pas énormément de... Moi, je ne viens pas du monde de l'entrepreneuriat à la base, donc je n'avais pas énormément d'opportunités dans mon spectre. Et c'est la première chose que j'ai découverte. Alors, peut-être que si j'avais découvert, je sais pas, le dropshipping ou le freelancing d'abord, j'aurais peut-être fait ça, en fait, je ne sais pas. Mais c'est la première chose que j'ai découverte. J'ai vu une opportunité, je me suis dit, aujourd'hui, ce qui me manque dans ma vie, c'est un objectif. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ça a l'air vachement bien. Je suis quelqu'un d'assez créatif, donc ça a l'air de me correspondre. Je vais tester, je vais le faire, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait une vidéo par jour pendant plusieurs mois et j'ai commencé à avoir une petite audience. Alors, aussi, au départ, je voulais parler de choses qui m'intéressaient. À cette époque-là, j'étais vraiment dans le développement personnel. Je découvrais ce monde-là et ça me passionnait. Donc, je parlais de ce qui me passionnait. Je créais une petite communauté au départ. J'ai mis du temps avant d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça m'a mis quelque chose comme 5 mois pour avoir 1000 abonnés. C'est pas non plus incroyable comme croissance, mais j'avais déjà une petite communauté, ça m'a motivé à continuer et au final, j'ai lancé une première formation, j'ai fait deux ventes à 25 ou 27 euros, donc c'était pas terrible en termes de chiffres, mais bon, j'étais quand même content parce que je m'étais montré à moi-même que je pouvais le faire. Et ça m'a motivé à continuer, évidemment, comme j'étais engagé dans cette voie-là, que ça me plaisait surtout. Pour moi, c'était pas question de faire autre chose en fait. Tu dis que tu C'est t'es un peu lancé devenu mon bébé de projet, quoi. Ouais. Et puis une fois que tu as commencé sur un truc, évidemment, tu le continues. Tu as mentionné le fait d'avoir commencé en faisant une vidéo par jour. Aujourd'hui, je sais que ta fréquence de publication elle est moindre. Quel est ton retour à ce sujet sur la fréquence de publication? Est-ce que tu penses que c'est important de faire une vidéo par jour au départ, que ce soit pour la pratique, que ce soit pour le volume de vidéos sur ta chaîne? Comment est-ce que tu réfléchis à la fréquence pour les gens qui démarrent, quand toi tu as démarré, et à ton niveau actuel? C'est assez compliqué comme question parce que YouTube, quand j'ai commencé, c'est plus la même chose que YouTube aujourd'hui. Ouais. On sait que l'algorithme, il change énormément et personne ne sait vraiment comment fonctionne l'algorithme. Enfin, on a des idées, mais c'est assez obscur. Pour moi, ça a été une manière ça a vraiment été un effet de levier, je pense, parce qu'évidemment, si j'avais publié simplement une vidéo par semaine au départ, j'aurais une croissance beaucoup plus lente, ça j'en suis convaincu. Aujourd'hui, je pense que ça peut être une bonne chose à condition d'avoir un angle intéressant, d'avoir vraiment un positionnement précis qui n'est pas juste de refaire ce qu'on a déjà vu en moins bien que d'autres font depuis des années. Évidemment, même si tu fais une vidéo par jour en reproduisant plus ou moins ce que font les autres, ça ne marchera pas, à mon avis. Après, par contre, si on a un concept, un bon angle, mais qui demande plus de travail, typiquement un petit peu comme ce que toi tu fais, tu ne pourrais jamais faire une vidéo par jour. Donc là, je pense qu'une vidéo par jour, se forcer à faire trop alors que notre concept, notre positionnement demande plus de travail pour créer des vidéos, là, il vaut mieux passer à un rythme un petit peu plus lent. Ça peut valoir le coup pour conserver la qualité. Il n'y a pas de réponse absolue, ça va dépendre de la personnalité aussi de chacun, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise pour improviser, il y a des gens qui sont plus à l'aise pour faire du contenu très technique, très calculé, très millimétré. Donc, il faut se connaître, en fait. Il faut tester, pourquoi pas, tester différents
formats de vidéos, différents rythmes de publication et voir ce qui nous convient, ce qu'on aime faire surtout, parce qu'il faut qu'il y ait la passion. Et voilà, il faut trouver son truc en fait en testant, en tâtonnant, mais on ne peut pas tout avoir, faire un truc ultra complexe et publier tous les jours. Faut choisir en fait. Du coup, au fil du temps, tu as ralenti. Là, j'ai regardé ta chaîne. Sur les 30 derniers jours, il me semble que tu as eu 2 vidéos qui sont publiées. Ouais. Ce qui est juste une de plus que moi. Donc, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu as ralenti? Est-ce que c'est plus des raisons perso ou plus des raisons stratégiques où tu changes un peu ta stratégie de contenu? Non, en fait, par rapport au contenu, je suis quelqu'un de très irrégulier. Au début, j'étais régulier quand je me suis lancé, mais aujourd'hui, c'est vraiment à l'enthousiasme. C'est-à-dire que moi, j'ai des périodes, j'ai des fluctuations d'émotions. Il y a des moments où je suis à fond sur un sujet, j'ai envie d'en parler, je vais faire plein de vidéos. Je peux lancer 3-4 vidéos par semaine sans souci. Et puis ensuite, pendant 2 mois, je ne publie plus rien. Ça m'est arrivé, par exemple, en 2018, de rien publier pendant 6 ou 7 mois. Je crois que j'ai publié 0 vidéo parce que tout simplement, je n'avais pas envie d'en faire et j'étais occupé à autre chose. J'étais passé sur du mailing quotidien, j'avais envie de tester un autre format, plutôt du texte. Et voilà, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas voulu me forcer. En fait, je déteste me forcer à faire une vidéo. Quand je n'ai pas envie d'en faire une, je préfère attendre, me focaliser sur autre chose que j'ai envie de faire à cet instant T et ne pas me mettre cette pression. Alors évidemment, pour moi, c'est un avantage que j'ai parce que j'ai déjà une audience qui est là. Pour quelqu'un qui se lance, effectivement, il faut évidemment maintenir un certain rythme. Moi, je peux me le permettre, comme j'ai l'audience qui est là, et dans tous les cas, même si quand je me suis absenté, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand je me suis absenté, comme je te le disais, pendant 6 mois, j'ai repris avec une vidéo par jour, pendant 30 jours. Donc je suis passé du néant total pendant 6 mois à tous les jours une vidéo pendant 30 jours. Et j'ai eu une croissance de dingue qui était plus 10 000 abonnés en 30 jours. À cette époque-là, c'était pas mal. Je suis passé 70 000 à 80 000, alors qu'avant, c'était le néant total, quoi. Donc, je pense que l'irrégularité sur YouTube, ça a peut-être un effet stimulant sur l'algorithme, je ne sais pas. Moi, j'ai pu le tester plus par rapport à ma personnalité, où j'aime pas me forcer. Mais pour moi, ça a marché. Mais après, il y avait toujours une base d'audience qui était là, quoi. Mais évidemment, quand on se lance, je ne pense pas qu'on puisse se le permettre. Il faut au moins avoir déjà une petite audience qui nous suit et qui c'est intéressant parce que c'est un des conseils les plus souvent donnés, y compris par YouTube eux-mêmes. YouTube te donne pas beaucoup de conseils dans leur contenu pour les créateurs et ils sont assez c'est toujours comme ça Google, c'est toujours faites juste du bon contenu et tout va bien se passer. Ils donnent pas des conseils extrêmement utiles, mais un des rares conseils qu'ils donnent, c'est la régularité. Et en fait, moi ma chaîne n'a jamais été régulière et j'ai jamais vu que ça m'avait pénalisé en fait. C'est-à-dire que si une vidéo est bien, genre tu vois, j'étais absent pendant une longue période parce que j'écrivais mon livre, etc. Je suis revenu avec quelques petites vidéos plus pour mon audience qui ont marché comme des vidéos sur mon audience. Et après, j'ai fait une vidéo carton, coronavirus, 500 000 vues, tu vois. Donc, il y a un côté où je me dis peut-être qu'en fait, si je publiais une vidéo toutes les 2 semaines, comme un bon petit élève, en fait, j'aurais encore beaucoup plus. Pour ça, tu vois, c'est un monde parallèle que tu peux jamais savoir. Mais en fait, finalement, ce seul conseil que te donne YouTube, qui est un peu le conseil universel de bien-pensance, il faut être régulier dans la création de contenu, en fait, il ne me semble pas autant valide. Et moi, dans mon propre cas, en fait, ce qui va driver ma croissance sur YouTube, pas mon business, mais on va dire ma croissance YouTube, ce qui va générer beaucoup de nouveaux abonnés, c'est en fait des vidéos hits. C'est des grosses vidéos qui vont driver, qui vont être des locomotives pour l'ensemble de la chaîne. Et en fait, me forcer à faire des vidéos plus régulièrement, mais des plus petites vidéos, moins ambitieuses, qui vont pas faire des hits et qui vont pas devenir virales et qui vont pas faire des centaines de milliers de vues, en fait, ça serait contre-productif. Donc évidemment, dans le meilleur des 2 mondes, je pourrais faire toutes les 2 semaines une méga vidéo qui a pris 30 heures à faire et sur un putain de sujet avec le bon angle, etc. Bon, ça, c'est un peu de la science-fiction à moins de me dupliquer. Mais du coup, cette question de la régularité, c'est vrai que j'ai aussi remarqué, pour rebondir sur ce que tu dis, que dans mon cas, en tout cas, et je pense que différentes personnes ont différentes expériences, il y a aussi des gens qui jurent par la régularité, par le volume de contenu. Genre, je pense à un gars comme Alexandre Cormon, par exemple, qui publie une quantité de vidéos totalement délirante et qui a un succès énorme en faisant ça, et en trustant tous les mots-clés en français et en anglais sur ses 12 chaînes qu'il doit avoir sur les différentes langues. Et dans mon cas, c'est pas du tout le cas. Dans mon cas, c'est drivé par quelques vidéos qui vont être des grosses vidéos, qui vont être des hits, qui sont souvent aussi les vidéos qui prennent le plus de temps à faire, mais qui vont transformer ma chaîne en fait. Ouais, moi j'appelle ça la stratégie. Tu as 2 stratégies. Tu as soit le bazooka, soit la mitraillette. Donc le bazooka, c'est tu balances une grosse vidéo qui tape très fort, qui fait très mal, et ça va être moins régulier. Et puis tu as la mitraillette, c'est tu mitrailles avec des petites vidéos qui ne sont pas forcément très importantes individuellement, mais qui ensemble vont avoir une force de frappe assez élevée. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité. Il faut trouver, chacun peut avoir du succès avec une de ces 2 méthodes en fonction dans quoi on est bon, quels sont nos avantages compétitifs.
compétitif au niveau de notre personnalité. Donc en parlant de stratégie sur YouTube, tu as eu deux chaînes, les deux ont marché. Tu as eu Emilio Abril qui me semble est la première que tu as construite. Tu es ensuite switché principalement sur la chaîne Verfeuille qui parlait plus de questions de santé. Et tu as décidé d'arrêter la chaîne Verfeuille qui a aujourd'hui 190 000 abonnés pour repasser sur Emilio Abril qui a 180 000 abonnés. La question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que tu avais créé ces deux chaînes? Pourquoi tu avais switché de l'une vers l'autre? Puis pourquoi est-ce que tu étais revenu au lieu de faire tout sur la même chaîne par exemple? Ouais, alors j'ai créé la deuxième chaîne à peu près, je dirais, 6 mois après la première, en fait. Et je voulais parler de choses assez pointues au niveau des super aliments, notamment. En fait, j'avais un intérêt personnel pour le sujet à cette époque-là. Et je m'étais dit, bon, comme j'aime bien partager des choses, j'ai déjà l'habitude de le faire sur ma première chaîne, je vais créer une chaîne secondaire, ça a toujours été une chaîne secondaire, sur laquelle je vais parler de santé, d'alimentation, des choses que moi je découvre. Donc au départ, c'était les super aliments. Après, j'ai un peu élargi la thématique. Et effectivement, j'aurais peut-être pu le faire sur la première chaîne, mais je m'étais dit, voilà, comme c'est assez pointu, ça n'a pas forcément intéressé tous les gens qui sont sur la première. Je ne me suis pas posé énormément de questions, en fait, pour être honnête avec toi. Souvent, je prends des décisions qui sont très impulsives. Des fois, ça m'aide beaucoup, parfois, ça donne rien. Mais des fois, je ne me pose pas tellement de questions, je fais juste le truc. Et ça m'amène quelque part où je n'avais pas forcément prévu d'aller. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Surtout avec la croissance ensuite de cette chaîne, je me suis rendu compte après avoir lancé cette chaîne, qu'il y avait une énorme demande au niveau de la santé, du mode de vie sain, surtout avec l'angle de l'alimentation. Notamment sur YouTube, à cette époque-là, c'était en 2016, tu n'avais pas de chaîne YouTube avec l'angle un petit peu youtubeur, tu sais, qui parle de ces sujets-là. Tu n'avais que des interviews de docteurs ou de nutritionnistes, des choses comme ça, un peu plus froid, pas forcément en vibration avec les gens qui consomment du YouTube. Et moi, j'ai pris cet angle-là sans même le vouloir, en fait. C'était pas forcément dans mes plans à la base. Et ça a marché très vite, ça a décollé. Et j'ai arrêté effectivement cette chaîne au bout de 2 ans, quelque chose comme ça. À peu près 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. J'ai arrêté la chaîne parce que je me suis rendu compte que je prenais plus tellement de plaisir dans cette thématique. À la base, quand j'ai lancé, c'était une passion pour moi, mais une passion passagère, en fait. C'est pas quelque chose qui a continué à m'intéresser vraiment. Et je me suis rendu compte que je continuais à publier du contenu parce qu'il y avait une demande, mais je faisais que combler une demande sans me poser de questions. Au final, est-ce que ça me plaisait vraiment? À la fin, plus tellement. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, même si effectivement, j'aurais pu construire un business énorme là-dessus. J'ai eu pas mal d'idées à l'époque. J'avais eu l'idée de faire une marque de compléments alimentaires, une boutique en ligne. Voilà, il y avait pas mal de potentiel à exploiter, surtout avec la communauté que j'avais. Les gens étaient vachement motivés. Il y avait une vraie cohésion au niveau de la communauté. J'avais un groupe Facebook aussi, mais bon, j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte que c'était pas dans cette voie-là que je voulais aller et que ça servait à rien de se forcer si le truc m'intéressait plus que ça, quoi. Tu regrettes du coup de les avoir séparés parce qu'il y a un côté où tu as construit quand même beaucoup de vidéos et une chaîne qui marche bien. Je suppose qu'il doit encore capter pas mal de vues, mais aujourd'hui, tu capitalises plus directement dessus et c'est pas si facile que ça de rediriger les gens vers ta nouvelle chaîne. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir tout construit au même endroit ou est-ce que tu penses que fondamentalement c'était une bonne décision de les séparer? Alors, oui et non. Déjà, je regrette pour une raison, c'est que effectivement, ça demande beaucoup plus d'énergie. Ça a été très difficile au niveau productivité, charge de travail de tenir deux chaînes. Je suis retombé là il y a quelques semaines sur une de mes vieilles vidéos où je parlais de mes objectifs, je parlais un petit peu de mes projets. Et je me rappelle avoir dit que j'allais mettre en place un rythme de 8 vidéos par semaine, 3 sur une chaîne, 5 sur une autre. Et c'était juste dingue en fait. Et le truc, j'ai même pas tenu une semaine en fait. Ouais. En regardant après coup, la vidéo que j'avais regardée, elle était même plus en ligne, mais c'était très dur en fait. Et effectivement, si j'avais capitalisé toutes mes ressources sur une seule des deux chaînes, j'aurais eu évidemment plus de succès plus rapidement, parce que j'aurais tout simplement fait plus de vidéos, j'aurais pu me concentrer à fond sur une, focus. Par contre, je suis content de ne pas avoir parlé de nutrition sur ma chaîne Dev Perso, parce que les deux audiences sont très différentes. Sur ma chaîne nutrition, au bout d'un moment, quand ça a commencé à dépasser les 100 000 abonnés, je me suis rendu compte, j'avais un petit sentiment négatif par rapport à mon audience, c'est que ça devenait un peu trop mainstream, c'est-à-dire dans les commentaires, il y avait des gens qui parlaient de moi à la troisième personne, il y avait des gens, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient là, ils avaient vraiment un peu l'impression d'être perdus sur YouTube, et là je me suis dit, j'ai passé un cap en termes d'audience. Il y a des gens qui sont des touristes et ils sont là à chaque vidéo et ça m'amuse moins de parler à ces gens-là. Après, il y avait aussi un petit peu tous les haters, parce que j'ai eu une période où j'étais végétalien.
Et à cette époque-là, j'en parlais, voilà, j'expliquais un petit peu mes découvertes à ce niveau-là. Et puis, il y a beaucoup de haine par rapport à ça. Tu sais, il y a toujours les véganes, anti-véganes. Et puis, dès que tu donnes des conseils santé, nutrition, aussi, tu as des gens qui vont venir te dire que tu es un danger pour la société. Ça, c'est assez curieux parce qu'il y a tellement de points de vue différents dans la nutrition qu'il y en a qui sont convaincus que ce que tu racontes, c'est n'importe quoi et que tu peux mettre certaines catégories de personnes en danger. Donc moi, voilà, j'en avais un petit peu marre de tout ça aussi. Donc je suis content d'avoir vraiment divisé les deux chaînes par thématique et de ne pas avoir parlé de nutrition sur ma chaîne des persos actuelle. Et du coup, sur ta chaîne Dev Perso actuelle, qui a quand même 180 000 abonnés, donc tu es bien au-delà de la barre des 100K, tu n'as pas ces mêmes problèmes dans les commentaires. Parce que moi, il y a des vidéos, si je fais une vidéo, tu vois, pour mon audience et les gens sont là, ils sont contents, etc. Mais il y a des vidéos où c'est même pas la peine, c'est la guerre du feu. Moi, j'ai une vidéo entière qui est remplie de mecs qui me disent mais tu comprends pas, l'État français nous manipule, les théories du complot, mon gars, t'es un mouton, etc. Et j'ai 4000 commentaires sur cette vidéo, qui peut-être probablement plus à ce stade, qui me disent ça. Enfin, tu vois, il y a des vidéos, c'est même pas la peine de lire les commentaires, c'est totalement la guerre du feu. Et pourtant, tu vois, mon marché, mon angle, il est volontairement assez niche, assez pointu, mais ça ne m'a pas protégé au-delà d'un certain stade d'avoir ces commentaires. Je me demande c'est quoi ton expérience, toi, par rapport à ça aujourd'hui sur les commentaires YouTube? Après, je pense que toi, tu cherches un peu, quand tu fais des vidéos théorie du complot, Thibaut InShape, tu sais forcément qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ta thématique qui vont venir. Tu le sais par avance que tu vas Mes avoir la vidéos Loup de communauté Wall Street Thibaut que j'ai InShape, fait vous. quand j'avais 1000 abonnés et qui ont fait 600 vues quand elles sont sorties, Ah qui ouais. en ont aujourd'hui beaucoup plus, c'est pareil, tu vois. Donc, Hmm. Bah, en fait, moi, je me suis toujours donné la règle de pas faire de jamais surfer sur un buzz. En fait, ça m'a jamais vraiment ok. intéressé. J'ai jamais parlé de sujets d'actualité parce que non seulement c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça, je ressens pas l'envie de le faire et puis j'ai pas envie justement. Enfin, j'aimerais pas avoir une vidéo qui a 1 million, 2 millions de vues avec des gens qui sont des touristes et qui vont finalement rester et pourrir un peu l'espace commentaire. J'aime bien le fait d'être vraiment, même si mon audience pourrait être beaucoup plus grosse aujourd'hui, si je faisais des vidéos un peu plus mainstream sur des sujets un peu tendance, je suis content aujourd'hui d'avoir une communauté de gens qui sont extrêmement bienveillants, qui sont vraiment les gens à qui je veux parler, qui sont ambitieux. Voilà, c'est une audience très qualifiée que j'ai aujourd'hui. Et je pense que le fait que j'ai volontairement pas fait de vidéos, alors même si j'ai des vidéos qui ont un peu, voilà, qui sont bien référencées, mais par rapport à mon nombre d'abonnés, j'ai 180 000 abonnés et ma vidéo la plus vue, elle a 400 000 vues. Ouais. Ce qui est un peu plus de 2 fois le nombre de mes Mm, abonnés, ce qui n'est pas énorme en soi en termes de mm. proportion. Moi, mon ratio, Tu as du des coup, est de chaînes qui ont 20 000 abonnés 350 et qui ont. versus un peu plus de 2 millions. Donc, c'est plus Ouais, un donc ratio toi, tu es de sur, x6 sur ma plus grosse vidéo. ouais, toi, c'était sur du Ouais. x6. Mais justement, le fait que j'ai pas exploré des sujets tendances comme ça, Ouais. je pense que ça m'a permis de créer une audience plus qualifiée. Aujourd'hui, je peux encore lire mes commentaires. Mm. J'ai des commentaires. Je sais que quand je vais lire mon espace commentaire, il ne va pas y avoir de gens Kevin qui vont venir me troller avec des firsts, des choses comme Ouais. ça. C'est des commentaires plutôt construits, intelligents et Ouais. c'est plutôt sympa. Ouais, moi, ça dépend vraiment des vidéos après, hein. Les gens qui vraiment Ouais. ont vu la vidéo et qui te détestent, ils vont rester sur cette vidéo et après, c'est tout. Donc, il y a des vidéos qui sont un peu des no man's land, tu vois. Mm. Et il y a d'autres vidéos. En fait, pour moi, c'est vraiment une stratégie double. Il y a certaines vidéos qui sont là pour mon audience. Il y a certaines vidéos qui sont là pour driver des nouveaux abonnés et aller chercher un peu du buzz et de l'attraction et de la viralité. Et c'est deux types de vidéos bien distincts et deux types de commentaires bien distincts. Tu vois, je suppose que les gens sympas, ils sont là sur toutes les vidéos, mais sur les vidéos qui vont vraiment aller driver beaucoup, beaucoup de vues, ils sont un peu noyés dans la masse, tu vois. Et à un moment donné, et puis c'est drôle parce que les gens après s'engueulent dans les commentaires. Enfin, ça devient la guerre totale. Je me posais une question au niveau du positionnement parce que beaucoup de gens viennent me voir, me disent tiens Stan, je vais monter ma chaîne, j'aurais parlé de dev perso, etc. Je fais ok, ouais, c'est bien, mais concrètement, quel problème est-ce que tu vas résoudre? Va falloir que tu résolves un problème bien précis et que tu aides les gens à faire quelque chose. Et parfois, les gens me disent bah tiens, regarde, non, mais Emilio, en fait, il parle de différents sujets, etc. Et c'est vrai que sur ta chaîne, tu parles de différents sujets. Je me demandais aujourd'hui comment est-ce que tu réfléchissais à cette question de positionnement, de comment est-ce que tu choisis tes sujets. Est-ce que tu parles juste de ce qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a une stratégie plus précise de cibler un certain type de personnes? Parce que derrière, tu dois vendre des produits et quand tu vends un produit, tu peux pas vendre à tout le monde. Comment est-ce que tu réfléchis spécifiquement à la question du positionnement et de dire, OK, ma chaîne Emilio Abril, c'est quoi ici la proposition de valeur essentiellement? Ouais, alors la proposition de valeur, donc déjà le marché cible à qui je m'adresse, c'est principalement des jeunes ambitieux. Je ne cherche pas forcément à cibler des jeunes, c'est juste que j'attire des gens qui sont un peu Hmm. de ma tranche d'âge, de ma génération.
Et voilà, moi, ma proposition de valeur, c'est j'aide les gens ambitieux à se construire une vie sur mesure, ce qui veut dire pour moi améliorer chacun des aspects de ta vie, travailler sur chaque aspect de ta vie. Donc je parle de sujets qui sont, déjà il y a le côté atteindre ses objectifs, qui passe par la mise en place d'habitudes, se fixer des objectifs, mettre en place un plan d'action, une stratégie pour avancer, etc., le côté motivation. Après, j'ai aussi un autre, je sais pas, je pense que les gens sont un petit peu intéressés par tout en général, mais après, j'ai une autre sous-thématique, on va dire, qui est le côté social, le côté charisme, vaincre la timidité, avoir des relations harmonieuses. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé moi-même, étant donné que je suis un ancien timide. J'en parle assez régulièrement. Et puis après, j'ai aussi le côté business en ligne, mais ça, j'en parle assez peu sur ma chaîne YouTube. J'en parle plutôt parfois à ma newsletter, où je lance des programmes sur le sujet. Mais effectivement, quand je me suis lancé, je n'avais pas du tout un positionnement large. Pour tout te dire, quand je me suis lancé au départ, je ne parlais même pas de dev perso, je parlais d'arrêt du tabac. Ma première vidéo YouTube, qui n'est plus en ligne aujourd'hui, mais s'appelait « Je brise ma dernière cigarette ». En fait, je ne savais pas de quoi je pouvais parler sur ma chaîne YouTube, j'avais juste envie de la lancer. Et je m'étais dit, il faut que j'arrête de fumer. À cette époque-là, j'étais un gros fumeur. Et donc, j'ai fait une vidéo où je me suis dit, voilà, je vais simplement casser ma dernière cigarette. Et puis, je vais faire des vidéos pour partager mon expérience, mon parcours d'arrêter de fumer. Et j'ai fait des vidéos comme ça pendant 2 semaines. Après, ça m'a saoulé parce que tu arrives très rapidement pour d'idées sur un truc aussi réduit que ça. Et puis, j'ai commencé ensuite dans le développement personnel, mais avec un positionnement très bien-être, spiritualité, je dirais, qui est plus du tout mon positionnement aujourd'hui. J'ai pas mal évolué personnellement à ce niveau-là. C'est plus des sujets que j'aborde très régulièrement, je dirais. Mais au départ, voilà, je pense que j'avais un positionnement assez précis. Et si on veut se lancer aujourd'hui dans le développement personnel, je pense qu'il y a 2 options. La première option, c'est soit d'avoir, comme tu dis, un positionnement très, très ciblé, où on va vraiment s'adresser à un type précis de personne, résoudre un problème précis. Et l'autre option, c'est d'avoir carrément une approche, un angle, je dirais, différent, même parler de dev perso globalement, mais avec un angle complètement nouveau. J'ai par exemple Raj de Autodisciple qui me vient en tête, qui avait lancé sa chaîne YouTube Autodisciple, en faisant des résumés de livres. Et le gars avait un personal branding assez fort. Et ça faisait vraiment quelque chose de nouveau. Il y avait de la fraîcheur dans ses contenus et ça a très bien marché. Mais en ayant un angle voilà, comme ça différent au niveau soit du format, soit du positionnement au niveau de la thématique en fait. Mais il faut que tu aies un élément de ce que tu fais qui soit différent. Tu ne peux pas simplement faire la même chose que tout le monde, c'est pas possible. Après, tu peux élargir quand tu as une plus grosse audience, mais au début, il faut vraiment... Je pense qu'au fil du temps, tu élargis nécessairement et que c'est dangereux en fait de se dire, bah tiens, telle personne, il fait tout ça aujourd'hui, donc moi je peux faire la même chose, sans comprendre le chemin que ça lui a pris d'en arriver là. Donc toi, tu as commencé aussi avec un positionnement plus précis et peut-être plus défini que ce que tu as aujourd'hui. Moi, c'est pareil, tu vois, les gens regardent ce que je suis aujourd'hui, ils se disent, ok, Marketing Mania, ils parlent de marketing. En fait, ils oublient que pendant genre 3 ans, je t'ai parlé que de copywriting. Et qu'à l'époque, le copywriting, c'était un truc dont personne ne parlait. J'étais un peu le seul mec à parler de copywriting et à faire des analyses de pages de vente et à faire des trucs, ton bouton, il n'est pas bien placé, les archivisuels, blablabla. Et à une époque où c'était vraiment un truc dont personne ne parlait. Et donc, du coup, c'était mon seul truc, tu vois. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, si tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, je me positionne comme le maniaque des conversions. Et mon truc, c'était vraiment l'optimisation des conversions, etc. Et c'est un truc que j'ai drivé pendant des années. Alors, certes, aujourd'hui, mon positionnement, il s'est élargi avec le temps. Mais en fait, d'un point de vue stratégique, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où tu commences à avoir une audience, il est évidemment plus facile de trouver des trucs additionnels à proposer à cette audience plutôt que d'augmenter ton audience. Donc, si tu as 50 000 personnes qui te suivent, il est plus facile de sortir un deuxième produit à vendre à 50 000 personnes plutôt que de doubler ton audience et de trouver 50 000 personnes de plus à qui proposer. Donc, naturellement, avec le temps, tu vas avoir tendance à proposer plus de choses parce que dans un business comme le nôtre, en fait, ton actif central qui drive ton business, c'est ton audience et la confiance que tu as avec les gens. Donc, tu cherches comment est-ce que je peux utiliser cette confiance de différentes manières et simplement, les gens vont venir vers toi de plus en plus pour te poser des questions sur des sujets annexes à celui que tu traitais. Par exemple, moi, on a commencé à me poser pas mal de questions sur des sujets comme, évidemment, la construction d'audience quand j'ai commencé à monter sur YouTube, mais aussi des trucs comme la productivité. Aujourd'hui, j'ai régulièrement des gens qui sont dans mes formations pour des trucs marketing, tu vois, mais qui veulent savoir sur des questions de productivité, sur des questions de plus en plus en termes de management, en termes d'équipe, etc. Ce qui fait que ton positionnement s'élargit sur le temps, mais que j'aurais jamais pu percer sans être pointu au départ et sans avoir bien compris. En gros, sur le marché, je vais être le gros geek qui te parle que de persuasion et qui a un poster de Robert Cialdini dans sa chambre et qui prie tous les jours, tu vois, devant le mec et les 6 principes de la persuasion, tu vois.
C'était ça au départ que je faisais. Et c'est ça qui m'a permis de m'installer. Et avec le temps, effectivement, j'ai pu parler de différentes choses, j'ai pu m'élargir, mais c'est important pour les gens même de revenir. Et quand on parle d'un YouTuber, c'est assez facile. C'est assez facile de revenir voir tes premières vidéos et de voir comment tu te positionnais, comment tu as évolué et de dire, OK, bon, le mec, il se cherchait pendant un moment, il s'est trouvé, il a grossi et aujourd'hui, il a évolué vers quelque chose peut-être de plus général ou de plus large. Ouais, carrément. Quel est le rôle là-dedans de la personnalité? C'est un truc que j'ai vu que tu avais pas mal mentionné ça. Le fait que la manière dont une chaîne YouTube marche, pas forcément uniquement parce que tu as les meilleures informations à donner aux gens, c'est aussi la personnalité et la capacité que tu as à le partager. Ce que je trouvais intéressant chez toi, c'est que tu expliquais que c'était un truc que tu avais spécifiquement travaillé, développer ton expression orale, développer cette personnalité face à la caméra. Parle-moi un petit Mhm. peu de quel rôle est-ce que tu penses que ça joue en gros dans ton succès sur YouTube, dans des domaines où tu t'es lancé, qui sont des domaines où il y a pas mal de concurrence. Quel rôle est-ce que cette personnalité a joué et comment est-ce que toi, tu as développé ces compétences face caméra? Ouais, je pense que c'est vraiment énorme en fait le rôle de la personnalité parce que les gens sur Internet cherchent des rapports humains. Quand on voit quelqu'un qui nous parle froidement avec un ton monotone, même si finalement le fond de son discours est intéressant, si la personne ne sait pas le mettre en valeur à travers sa communication non verbale, à travers son charisme, à travers le ton de sa voix, ce genre de choses, personne n'aura envie de l'écouter. Donc c'est exactement comme une prise de parole en fait. Quand tu fais une vidéo, c'est la même chose qu'une prise de parole. Et donc je pense que donc déjà, il y a la personnalité dans le sens parler un petit peu de soi, mais c'est pas forcément obligatoire. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, j'aime pas trop parler de moi, raconter ma vie. Avant, je faisais des stories sur Instagram, j'ai complètement arrêté. Ça m'a fait un bien fou. Je me forçais à le faire, mais aujourd'hui, je me rends compte que je détestais ça et donc je le fais plus. Mais au-delà de ça, il y a une compétence qui, je pense, est très importante pour les gens qui font de la vidéo ou même de l'audio, c'est de développer sa capacité à s'exprimer avec aisance à l'oral, développer son charisme, développer sa voix, avoir une voix qui donne envie d'être écoutée finalement. Aussi avoir un bon micro, ça complète. Mais c'est une compétence, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Et alors évidemment, quand on fait beaucoup de vidéos, ça aide à développer ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup grâce aux vidéos. Aussi, j'ai fait des exercices. Je me suis fait coacher par rapport à ça. Et je pense que c'est aujourd'hui, alors, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi, mais on me dit régulièrement que quelque chose qui est différent dans mes vidéos, c'est que je m'exprime bien, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que je considère donc comme un avantage compétitif, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler assez facilement. Le fait de s'exprimer de manière unique aussi, de s'exprimer avec une certaine éloquence, une certaine prosodie, c'est des choses. Trouver son style à ce niveau-là aussi, ça fait partie de la personnalité. Et c'est quelque chose qui peut nous différencier. Il y a un mec, par exemple, je ne sais pas si tu connais, c'est un gars qui parle de musculation, From Human to God. Le mec parle extrêmement bien. Et en fait, même si tu n'en as rien à foutre de ce qu'il te raconte, tu l'écoutes parce que c'est incroyable. En fait, tu es hypnotisé par sa voix. Et je pense que la voix et le côté visuel aussi, la dimension non verbale, la gestuelle du corps, c'est un pouvoir très puissant qu'on sous-exploite trop sur YouTube. J'ai sorti une formation à ce sujet récemment d'ailleurs, bon, pas avec l'angle de YouTube, mais plus l'angle social. Ça a très bien marché. Mais c'est une compétence à vraiment avoir, je pense, dans son carquois, si on peut dire ça comme ça. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as pratiqué ça? Euh, Face au miroir. Je m'entraîne à parler tout seul dans ma salle de bain. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître, on peut se dire que je suis fou, mais ça marche en fait. Tu parles tout seul, tu t'entraînes à bien parler et tu te vois, tu as un feedback direct parce que tu te regardes dans les yeux. Tu peux faire de la pratique délibérée sur certains aspects de ta communication, notamment la gestuelle par exemple, le ton de la voix, et même au niveau de la voix, ça peut être autant l'articulation, ça peut être autant les intonations, ça peut être autant le volume. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux travailler. Et ouais, j'ai passé pendant des mois, à un moment, tous les jours, je passais au moins 30 minutes à parler tout seul. Et ça peut paraître bizarre, encore une fois, comme ça, mais quand il pense, un boxeur, par exemple, pour préparer un combat, il va aller frapper le sac. C'est comme ça qu'il devient meilleur, qu'il s'entraîne. Pourquoi est-ce que ce serait différent avec la communication? Si tu t'entraînes à parler en ayant un feedback en plus avec cette méthode-là, tous les jours, tu vas forcément prendre de l'aisance, développer des réflexes, faire des connexions entre tes neurones. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de faire ça. Et encore aujourd'hui, je pratique, alors pas quotidiennement, mais je pratique régulièrement des exercices. J'ai des petits rituels, par exemple, avant de créer une vidéo qui vise à améliorer ma diction, qui vise à me mettre dans une meilleure énergie. Donc, il y a vraiment des méthodes qui sont très puissantes et qu'on peut utiliser.
Dans quelle mesure est-ce que le personnage que tu es dans tes vidéos est différent du personnage que tu es dans la vie quotidienne? Je suis partisan du fait de dissocier vie professionnelle, vie personnelle. Dans mes vidéos, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir prendre une attitude d'expert. C'est un rôle que j'endosse assez bien finalement. Dans la vie de tous les jours, je suis plus relax, on va dire. Bon, j'applique les choses dont je parle, je fais mes routines matinales, tout ça. Après, je suis un petit peu moins à me prendre la tête sur les détails. Mais voilà, je dissocie en tout cas vraiment le côté personnel et professionnel. C'est aussi pour ça que je parle peu de moi. C'est quelque chose que je dois me forcer à faire un petit peu, des fois, à faire un peu de storytelling, des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Je suis assez pudique et j'aime bien j'aime bien l'anonymat. En fait, ça peut paraître bizarre quand tu as une chaîne à près de 200 000 abonnés, mais le fait de te dire sur ma chaîne YouTube, c'est juste une image, c'est pas moi, la personne que je suis Hmm. dans la vie de tous les jours. Je trouve ça assez libérateur. C'est quelque chose que j'apprécie. Donc, de ne pas m'identifier personnellement à l'image que je renvoie sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Hmm. C'est un des principaux conseils que je donne aux gens qui pensent à la question du personal branding en fait. C'est qu'en fait, le personal branding, tu as l'impression de dire ah, il faut être toi-même et en fait, les gens vont t'aimer. Mais en fait, non, le personal branding, c'est faire une marque, mais cette marque est une personne. Et une marque, c'est quoi? Une marque, ça peut pas être tout. Une marque, c'est un truc bien spécifique qui fait un truc bien spécifique pour toi. Si on te dit la marque Coca-Cola ou la marque Nike, tu sais ce que c'est. Et c'est pas vraiment une personne avec tous ses défauts, toutes ses qualités, toutes ses nuances. C'est beaucoup plus simple en fait. Et pour moi, le meilleur conseil en termes de personal branding, c'est de devenir un peu plus simple à comprendre en fait. De devenir un peu plus deux dimensions en termes de personnage où les gens comprennent exactement, ok, ce mec-là, c'est ça, ils peuvent te mettre dans une case, ils comprennent qui tu es et ce que tu leur apportes. Alors qu'en vérité, ta vie, elle est beaucoup plus nuancée, tu vois. Quand les gens pensent à moi, par exemple, ils vont se dire, ouais, ok, c'est un gros geek qui fait du marketing toute la journée dans sa chambre. Mais en fait, évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans ma vie, tu vois, dans ma famille, dans les machins, dans mes loisirs, etc. Mais tout ça, ça n'est pas partie de ma marque personnelle parce que c'est pas ça que les gens ont envie de voir et c'est pas ça qui va les aider à accomplir quelque chose en fait. Et donc en fait, la marque personnelle que je leur projette, c'est uniquement ce qui eux va les aider pour faire de cette marque l'outil parfait pour accomplir leurs résultats. Et le fait de comprendre que cette marque, c'est pas moi et ça me représente pas, et les gens qui me regardent sur YouTube, ils me connaissent pas vraiment, ils connaissent juste un aspect de ma personnalité, de mon travail et de ma réflexion, ça permet aussi effectivement de séparer les deux et de pas sentir cette pression de l'authenticité qui est de mais non, tu comprends pas, les gens ne savent pas vraiment qui tu es, etc. Qui en fait est un facteur majeur de dépression chez les youtubeurs en fait. L'impression d'être incompris de son audience et que son audience te drive à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Et à partir du moment où tu dis mais non, mais les gens devraient m'accepter pour qui je suis, mais en réalité, tu peux pas avoir des centaines de milliers de personnes qui t'acceptent pour qui tu es. Les gens, ils t'acceptent pour une certaine image, ils sont là. Et si tu es un mec qui fait du divertissement, bah, ta marque, c'est de faire du divertissement et ne t'attends pas à ce que les gens comprennent l'ensemble des nuances, je sais pas, de ta spiritualité, etc. Tu vois, parce que c'est pas la case dans laquelle les gens t'ont mis et les gens vont te mettre dans une case parce que la relation que tu as avec eux, elle est beaucoup plus simple que tu vois, t'es pas leur meilleur ami, vraiment. Ou ton meilleur ami, tu as toutes les nuances de toute la personnalité, de comment la personne évolue. Et c'est aussi pour ça que les youtubeurs parfois sentent que leur audience ne les accompagne pas sur une transformation personnelle. Parce que ton meilleur ami, il devrait t'accompagner sur ta transformation personnelle. Si tu décides que tu veux tout d'un coup te mettre à faire de la méditation et du yoga et que c'est ton nouveau truc, ton meilleur ami, il devrait t'accompagner. Mais ton audience, elle n'a pas ce devoir-là parce que la relation est différente. Et la relation de ton audience, c'est tu m'apportes un truc. Et tout d'un coup, si tu étais un mec, je sais pas, qui me faisait marrer, et qui faisait de la déconne, et tout d'un coup, tu vas me faire de la spiritualité, bon, qui serait un tournant assez radical, tu vois. Mais parfois, les gens essayent de faire ce type de tournant en disant, bah, mon contenu, il me plaît plus, je vais faire autre chose. Et ils sont déçus parce qu'ils ont cette supposition de base que les gens devraient m'aimer pour qui je suis. Alors qu'en fait, les gens sur YouTube, c'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils t'aiment pour une certaine image que tu projettes. Mais toi, tu peux apprendre à projeter cette image et c'est ton boulot et c'est ton image et c'est ce que tu fais. Et tu leur apportes et tu sais que tu fais ça et tu le fais très bien. Et d'un autre côté, tu peux vivre ta vie et avoir une personnalité et une vie beaucoup plus complexe sans se dire, bah tiens, tout le monde devrait sur YouTube accepter l'ensemble de ma vie et être intéressé par tout ce que je raconte. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs qui se forcent à notamment utiliser les stories sur Hmm. Snapchat, Instagram pour montrer leur vie, alors que ils ont cette croyance en fait comme quoi c'est un aspect essentiel de leur business, alors que la réalité c'est pas du tout. Les gens qui regardent tes stories sur les réseaux sociaux, les moments de ta vie, c'est juste des gens en fait qui s'ennuient un petit peu, qui scrollent leur feed Instagram. Mais c'est pas comme ça que tu vas faire plus de ventes. Ça n'a aucun impact. Alors je sais pas, peut-être dans certains types de business, mais moi j'ai arrêté du jour au lendemain complètement les stories. J'ai des amis qui ont fait la même chose.
Et vraiment, ça n'a strictement aucun impact. Et on a cette croyance qu'il faut se montrer, etc., mais ce n'est pas forcément nécessaire. Hmm. Bah, il y a aussi cette idée qu'il faut avoir la proximité avec ton audience, C'est ce ça, la qui est vrai. proximité. Ouais. Il faut avoir une forme de proximité, mais je pense que l'erreur, c'est de croire que la proximité avec ton audience, c'est de tout leur montrer en fait. Et pour moi, la proximité avec ton audience, c'est d'essayer de bien comprendre les besoins qu'ont les gens dans ton domaine pour que quand tu leur envoies un email, par exemple, ils se disent, putain, c'est vraiment ultra pertinent, il a vraiment lu dans mes pensées, il m'a dit exactement ce que je pensais. Et c'est de cette manière que tu vas créer la proximité, plus nécessairement qu'en partageant tous les aspects de ta vie. Surtout, si tu es comme nous, et finalement, les gens ne peuvent pas se représenter nécessairement dans ta vie. Tu vois, ils ne vont pas se dire, ah, tiens, j'ai trop compris cette anecdote où le mec, il allait acheter sa street food à Bangkok et c'était trop cool. Tu vois. Donc finalement, ils ne vont pas non plus se projeter dedans. Et donc après, ce qui te reste, c'est de projeter une aspiration et de dire, regardez comme ma vie, elle est géniale. Mais là, du coup, tu te retrouves dans le côté encore de dire, bah, finalement, j'ai créé une déconnexion entière où je suis constamment obligé de faire semblant que ma vie est géniale et qu'il n'y a aucun problème et que je suis un héros et que je gagne toujours plein de thunes et que tout va bien tous les jours, je suis ultra motivé. Et du coup, tu te retrouves dans un truc encore pire qui est, tu t'es créé une marque sur ta vie personnelle et tu dois commencer à prendre des décisions de ta vie personnelle en te disant, bah tiens, il faut que je prenne la décision qui va correspondre à ma marque, tu vois. Donc, il faut que tu habites dans la bonne maison, il faut que tu conduises la bonne bagnole, il faut que tu ailles au bon endroit, faut que tu fasses les bonnes soirées, etc. dans ta vie perso. Et là, c'est l'enfer parce que tu as permis à cette audience de rentrer dans une partie de ta vie où en fait, tu t'en sors plus jamais parce qu'il faut que tu projettes une image dans tout, tu vois. Et pour moi, ça, c'est un des vrais problèmes d'Instagram. C'est les gens qui, tu vois, qui vont, même les gens, les individus, tu vois, qui vont à un endroit sur Instagram en vacances, par exemple, et la première motivation, c'est de prendre une photo. Et tu te dis, bah là, Instagram, il a quand même. Tu vois, il y a une chose de dire, je perds mon temps sur Instagram et je fais des likes, et c'est autre chose de dire, putain, j'ai pris mes décisions de où aller manger sur la base de la photo que je vais avoir derrière. Ah, complètement. C'est un espèce de réflexe au bout d'un moment, une espèce de pulsion, et Ouais, ça pourrit la vie. Toi, je pense que tu l'as jamais fait, ça, peut-être que je me non, trompe, ouais, mais quand c'est un enfer à vivre, en fait, quand tu as cette habitude de faire tout le temps des stories, tu as vraiment l'impression d'être déconnecté du moment présent. Dès que tu vois quelque chose de sympa, un beau coucher de soleil, ou tu es en train de manger ou de partager un moment avec un ami ou ta copine, tu sors ton téléphone et ça gâche tout, en fait. Et c'est une pulsion, c'est plus fort que toi, c'est inconscient, c'est un réflexe pavlovien. Et moi, j'en souffrais beaucoup. Enfin, j'en souffrais pas vraiment, mais c'était pénible, quoi. hmm, Que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien d'arrêter. C'est pas du tout nécessaire, quoi. ouais. Euh, ça contredit aussi cette idée qu'il faut être partout. C'est-à-dire que si tu as un canal de trafic qui cartonne, pour nous, c'est YouTube. Ouais. Bah, fais du YouTube, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller te dire? Il faut que je sois partout, il faut que j'ai un Twitter, il faut que j'ai un Instagram. Si ça te fait marrer, tu peux y aller, mais fondamentalement, il faut que tu comprennes que 90% de ton levier, il est sur la plateforme que tu maîtrises. Et si cette plateforme, c'est pas Instagram, parce que les gens me disent toujours pourquoi tu n'as pas d'Instagram, tu devrais en faire, tu devrais partager ta vie, et les gens aimeraient bien le voir. Mais la vérité, c'est que ça aurait aucun impact fondamentalement sur mon business. Donc ça me prendrait du temps sur un truc. Si j'ai envie de passer quelques heures de plus par semaine à créer du contenu, c'est clair que le contenu, il faudrait que je le mette sur YouTube, là où j'ai le maximum de levier en fait. Et, Ouais. et évidemment, continuer dans le type de contenu qui, moi, m'a fait connaître et qui fonctionne pour moi, qui n'est pas du contenu sur moi et sur ma vie. Évidemment, ça dépend des gens. Si tu es Casey Neistat, tu ne peux pas trop te passer de montrer ta vie, mais si tu fais du contenu informatif, rien ne t'oblige à faire des stories, comme tu le dis. Je voulais parler avec toi de la question du business model. Je sais que pendant un moment, tu étais passé par ce modèle des petites formations toutes les semaines, quelque chose de proche de ce que fait par exemple Antoine BM. Et dernièrement, tu as un peu changé de stratégie, il me semble. Parle-moi un petit peu de tes réflexions en termes du business model, d'expérimentation que tu as fait et de pourquoi tu as changé un petit peu de stratégie à ce niveau-là. Ouais, alors l'année dernière, effectivement, j'avais testé cette méthode qui consiste à lancer très régulièrement des petites formations, pas forcément très chères, à moins de 100 euros en général. Je l'avais fait toutes les 2 semaines, vraiment toutes les 2 semaines, Mhm. j'avais fait un lancement comme ça, une nouvelle formation. Et j'ai tenu ce rythme pendant 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça, donc pas très longtemps. Et en fait, alors c'est une méthode qui a ses avantages dans le sens où quand on est débutant en vente, c'est quelque chose qui te force à pratiquer énormément. Mhm. Tu écris beaucoup de Ouais. pages de vente, tu écris beaucoup d'emails, surtout si à côté tu fais du mailing quotidien. J'ai fait du mailing quotidien pendant un an, de 2018 à 2019, j'ai arrêté en 2019. Mais ça m'a beaucoup formé, ça m'a énormément formé au copywriting, donc je ne vais pas cracher sur la stratégie. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas compatibles avec ça, avec cette stratégie de créer beaucoup de contenu tous les jours et du contenu payant,
Parce que, alors moi, je l'ai expérimenté et j'ai eu beaucoup de stress avec cette stratégie. C'est-à-dire que tu crées ta formation, tu la vends, puis immédiatement après, il faut penser à créer la prochaine, tu la vends, puis créer, puis vendre, etc. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension de la part des gens qui sont dans la thématique du marketing, du make money online. C'est-à-dire que eux, quand ils font du marketing, quand ils vendent leurs produits, ils pratiquent leur propre thématique. Alors que les gens qui sont dans d'autres thématiques qui n'ont rien à voir, comme je sais pas, le ping-pong, la boxe, le jardinage, le bricolage, enfin toutes ces thématiques, petites thématiques de niche, ils n'ont pas forcément le temps de se transformer en vendeurs, de passer leur journée à écrire des emails de vente, des choses comme ça. Et ça peut être frustrant, parce que moi j'ai eu cette frustration, notamment pendant cette période-là où je me formais que en marketing, en copywriting, en business, et j'en oubliais complètement ma thématique de base, développement personnel. Je m'y intéressais même plus, je m'intéressais que au business. Et j'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'attention d'être sur les deux fronts à la fois. Et voilà, également, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du contenu très spontané. J'ai besoin d'avoir un montage derrière. Il y a des gens qui arrivent à très bien parler. Voilà, il y a des gens qui font des formations, ils enregistrent, il n'y a pas une coupure à faire au montage, ils ont juste à enregistrer et ensuite c'est dans la boîte. Moi, ce n'est pas mon cas. Je sais qu'il y a des gens aussi pour qui ce n'est pas le cas, qui vont avoir besoin d'avoir une grosse préparation, un diapo par exemple, puis ensuite qui vont faire des cuts, qui a une partie montage. Et donc, c'est très difficile de faire des formations comme ça toutes les 2 semaines. Et moi, je me rappelle, sur la fin de cette période-là, j'avais un sentiment très désagréable parce que je n'étais pas fier de ce que je vendais. En fait, j'avais des formations, je les sortais parce que c'était la règle que je m'étais fixée, donc je m'y tenais. Mais je n'étais pas satisfait du résultat et je vendais mon truc en me disant « Ah ouais, j'en suis pas vraiment content, quoi. » Et donc, c'était assez désagréable. J'ai voulu arrêter à partir de là. Quand je me suis rendu compte que je n'étais pas pleinement satisfait de ce que je vendais, je me suis dit, ça, c'est le red flag pour me dire, il faut que je passe à autre chose. Et donc là, effectivement, je suis repassé sur des tunnels de vente cette année, début de l'année, là, à partir de janvier. Et c'est vraiment une stratégie qui me correspond beaucoup plus. Pour moi, c'est la stratégie la plus intelligente en termes de rapport effort-résultat. Parce que, contrairement à une méthode où tu vas par exemple faire du mailing quotidien et tu vas voilà, tout le temps écrire un nouvel email. Alors évidemment, tu peux toujours réutiliser des vieux emails pour les jours où tu n'as pas envie d'écrire. Il y a toujours des stratégies comme ça. Mais après, le fait d'avoir des tunnels de vente, c'est beaucoup plus simple dans le sens où tu as une séquence qui vend, elle est validée, elle est prouvée. Tu as un produit qui vend, qui correspond à ce que veut l'audience, c'est validé, c'est prouvé. Et donc finalement, tu n'as même plus à t'occuper de la vente. Et je pense qu'il y a énormément de créateurs qui ont cette frustration de devoir être sur les 2 fronts à la fois, gérer la création dans leur thématique, plus la vente, qui n'est pas forcément leur domaine de spécialité. Avec un tunnel de vente, tu fais le travail une fois. Si le travail est bien fait, ça va vendre. Et ensuite, tu peux te concentrer à fond sur le contenu. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, je lance aussi des formations de temps en temps, mais voilà, c'est typiquement une fois tous les mois ou tous les 2 mois. C'est des petites formations qui sont ensuite regroupées dans des packs qui vont faire de plus gros programmes. Donc, je construis ça brique par brique. Mais voilà, aujourd'hui, mon focus principal, c'est de créer du contenu finalement. Et ça me va très bien comme ça parce que c'est ce que je préfère faire. Je préfère largement créer des vidéos que tous les jours voilà, vendre mes trucs. Alors, j'aime bien vendre aussi et créer des pages de vente, mais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je pense que voilà, ça va dépendre beaucoup de la personnalité du créateur, de son mode de fonctionnement interne. Il faut expérimenter les deux. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que faire des petits produits très régulièrement, c'est une mauvaise chose. Du menu quotidien, où j'ai eu des résultats avec ça. Ça m'a beaucoup formé d'appliquer cette stratégie. Je pense qu'il y a des gens qui se forcent à le faire, mais qui ne devraient pas parce que ce n'est pas une stratégie qui leur convient. Et passer sur des tunnels de vente, je pense que même en fait, tu peux coupler les deux. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un tunnel de vente et ensuite lancer des petits produits derrière quand les gens atterrissent sur ta liste principale. C'est tout à fait possible. Par exemple, tu as un gros programme, admettons à 300 €, je dis ça au pif, tu vas le vendre dans une séquence automatique qui va être envoyée à la personne suite à son inscription. Par exemple, contre un lead magnet, quelque chose comme ça, une formation gratuite ou un e-book, peu importe. Contrairement à ce qu'on croit, les gens ouvrent les emails après. Moi, j'ai très bon taux d'ouverture sur des lead magnets comme ça, une formation gratuite. Et puis ensuite, après le lancement, que les gens aient acheté ou aient pas acheté, ils tombent dans ta liste principale et là, rien ne t'empêche de faire des petits lancements. Et finalement, ça ne coûte pas plus cher. Donc, je pense que les 2 stratégies peuvent fonctionner en synergie. Après, voilà, adapter selon sa personnalité. Moi, j'ai choisi maintenant de me concentrer vraiment que sur des tunnels de vente et faire des lancements, mais de manière beaucoup plus occasionnelle. Pas me forcer à faire des formations parce que le fait de lancer une formation dont tu n'es pas satisfait, c'est quelque chose de terrible en fait quand tu es créateur. Et sur un plan purement financier, lequel marchait mieux pour toi?
Ça marche mieux aujourd'hui avec les funnels de vente, Ok. sachant que je vends des produits aujourd'hui qui sont plus chers, pas énormément plus chers. Là, mon produit best-seller aujourd'hui sont à 270 euros. Avant, je vendais des produits à 99 euros ou un petit peu moins parfois. Mais pour moi, ça marche mieux. Alors évidemment, moi, j'ai plus d'audience. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. C'est quand je fais une vidéo, ça va ramener forcément plus d'inscrits que quelqu'un qui a une petite audience. Quand tu as une petite audience, et évidemment, le temps de construire une audience un peu plus conséquente, ça peut valoir le coup de proposer des formations un peu diverses et variées, mais différentes formations. Il y a des gens qui rachètent, ça peut permettre d'augmenter ses chiffres. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai plus de résultats qu'avant avec les petits produits. Hmm. Tu as une équipe autour de toi ou tu es tout seul? J'ai une assistante qui est super, qui m'aide beaucoup sur je délègue tout le support, donc je touche pas au support, elle gère ça très bien. Elle m'aide sur les tâches techniques, les outils en ligne, ce genre de choses. Mais après, j'ai essayé de travailler récemment là, avec des monteurs. J'arrive jamais à déléguer plus, en fait. Le J'ai pas même la montage, volonté tu le fais déjà toi-même de. encore? Ouais, je fais moi-même le montage. En Ok. fait, le truc, c'est que pour moi, c'est tellement rapide. Là, justement, j'avais un monteur avec qui on a bossé un petit peu, mais finalement, on n'avait pas continué. Pour lui, ça mettait 5 fois plus de temps que pour moi. Parce que moi, je connais très bien ma manière d'enregistrer les vidéos. Je sais déjà, en regardant rien que la timeline audio sur le logiciel de montage, je sais où il faut couper, etc. Et finalement, même le résultat final, je n'arrive pas vraiment à être satisfait quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Je suis très perfectionniste là-dessus. Et le montage, c'est pas quelque chose qui me déplaît tant que ça. J'apprécie en fait, j'apprécie faire du montage. Donc, et là, j'utilise que l'iPad. En fait, j'ai plus d'ordinateur. Mon ordinateur est mort là il y a quelques semaines, et donc j'ai décidé de rester sur iPad. Et il y a un logiciel qui s'appelle LumaFusion, qui est vachement bien, qui te permet de directement uploader sur YouTube. Tu peux ajouter pas mal d'effets. Enfin, tu peux faire un peu tout, et c'est très simple, c'est assez sympa à utiliser. Donc ça, je délègue pas. Et d'une manière générale, je préfère rester seul dans mon business, hein, pas m'entourer d'une grosse équipe. Toi, je sais que tu recrutes beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui me. Moi, je tiens trop à la liberté, en fait, à la flexibilité. J'ai pas envie de devoir faire le manager. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Donc, je préfère rester seul et gérer un peu le truc dans mon coin. J'ai pas une ambition qui est gigantesque par rapport à mon business que j'ai aujourd'hui, et peut-être même que dans quelques années, j'arrêterai pour faire autre chose. Je m'autoriserai à changer si j'ai envie de faire autre chose. Mais voilà, pour l'instant, je suis bien tout seul, simplement avec mon assistante qui m'aide à faire les tâches un peu plus, qui ne sont pas forcément nécessaires d'être faites par moi. Du coup, comment tu réfléchis à la question de la croissance sur ton business? Est-ce que tu es toujours à dire, OK, il faut qu'on fasse x10, il faut qu'on grossisse? Ou est-ce que finalement, tu te dis, là tu as atteint le niveau où tu es à l'équilibre, tu t'en fiches, tu gagnes assez d'argent et le reste, c'est du bonus? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question de scaling, tu vois, sur le futur et cette pression de te dire, il faut toujours faire le truc le plus gros possible parce que tu es un entrepreneur et c'est ce que tu es censé faire? Ouais, c'est ce qu'on est censé faire. Ouais. Ça, c'est la croyance générale, mais en vrai, c'est vrai qu'on a cette impression que si tu n'es pas hyper ambitieux, c'est quelque chose de négatif, mais pas forcément, en fait. Moi, j'assume complètement le fait d'avoir un peu un lifestyle business, de mettre en avant d'abord ma liberté. Je pense, enfin, pour moi en tout cas, dans mes valeurs, la liberté est beaucoup plus importante que l'argent. Et je préfère sacrifier des dizaines de milliers d'euros si c'est pour garder ma liberté. Je n'ai pas envie en fait de supprimer de la liberté pour gagner plus. Après, effectivement, je suis toujours intéressé pour augmenter mes revenus, mais sans pour autant sacrifier ma liberté. Donc, je teste des approches, je lance des produits, voilà, je construis un catalogue plus complet. Là, je suis en train, cette année, je construis une formation, un gros programme sur les compétences sociales que j'ai pas commencé avec un petit lancement que j'ai fait récemment. Mais j'avance à mon rythme, je ne me mets pas de pression sur les chiffres. Évidemment, je suis content quand je fais plus. Bon, je suis sur une phase de croissance en ce moment, donc c'est plutôt encourageant. Mais effectivement, je gagne déjà bien ma vie, donc je n'ai pas forcément d'insécurité financière qui est un peu plus à la cool au niveau des revenus. Tu penses qu'il y a un moyen de recruter sans perdre cette liberté ou tu penses que c'est un truc qui est incompatible? Bah, si tu trouves une personne qui est exactement dans le même état d'esprit que toi, bah, après tu peux toujours former quelqu'un, mais c'est du travail, c'est du temps. Euh, je pense pas que ce soit une nécessité absolue de déléguer en fait. Moi, typiquement le montage, ça me dérange pas de le faire, ça me prend pas tellement de temps. Une vidéo qui dure 10 minutes, le montage va me prendre moins d'1 heure. Et comme je te disais, c'est pas quelque chose qui me déplaît tant que ça. Donc après, je pense que quand t'as pas l'ambition de créer un empire Hmm. dans ta thématique, t'es pas non plus obligé de te mettre la pression par rapport à Ouais. ça. Ouais, je vois. Emilio, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour terminer ces épisodes.
Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, un livre qui m'a pas mal inspiré au moment où je lançais ma chaîne YouTube, justement, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est un livre sur la mise en place d'habitudes, qui t'explique en fait le pouvoir de l'effet cumulé, des petites actions que tu vas poser à l'échelle d'une journée, mais qui répétées sur le long terme vont avoir un très gros impact. Et c'est suite à la lecture de ce livre que j'ai vraiment repris en main mon hygiène de vie. Ça m'a inspiré beaucoup de choses pour ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment des choses, des sujets dont je parle énormément. Le pouvoir des habitudes, le fait de régulièrement faire des routines matinales, voilà, tous les matins, se lever, avoir des petites actions comme ça positives qui nous permettent de construire de bons résultats sur le long terme. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc pour les gens qui souhaitent avoir une vie plus saine, une vie plus épanouie, je pense que c'est un bon modèle mental, comme tu dis, à avoir dans son inconscient. Ouais. La deuxième question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce mec-là avait besoin d'entendre? 20 ans, j'étais à la fac. En fait, à cette époque-là, j'étais encore un adolescent vachement timide, un manque de confiance en soi. Je comblais ça avec l'alcool. Et ce que je me dirais, si je revenais en arrière, je dirais arrête de dépenser ton énergie, ton attention, ton temps pour impressionner les autres, pour essayer d'être accepté par des gens qui n'en valent pas forcément la peine parce que vous ne partagez pas la même vision, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs dans la vie. Parce qu'à l'époque, voilà, j'étais vraiment mon objectif numéro un, c'était d'être accepté dans le groupe d'étudiants, tout ça. Bon, j'avais plus ou moins de succès à le faire, c'était pas non plus terrible, mais c'était mon but ultime. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que ça servait à strictement rien et que j'aurais mieux fait de me concentrer sur des choses plus constructives. Bon, ce que j'ai fait, pas forcément trop tard, donc finalement, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Mais voilà, j'ai perdu beaucoup d'années dans une grosse frustration à cause du regard des autres. Et ça m'a vraiment rongé pendant toute mon adolescence, au collège, au lycée. Début de fac un peu moins, mais quand même j'étais vraiment encore dans le fait de vouloir m'intégrer à tout prix à des gens qui ne sont pas forcément les gens avec qui je match, quoi. Finalement, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, less is more, c'est le principe même du minimalisme, moins égale plus. J'essaie de simplifier tous les aspects de ma vie, que ce soit mon petit déjeuner le matin, mes séances de sport, mes routines, ma vie numérique. Je pense qu'on est beaucoup plus heureux quand on simplifie tous les aspects de notre vie. Ça nous permet d'être plus concentrés, ça nous permet de moins se prendre la tête sur des détails. Voilà, je pourrais parler pendant des heures du minimalisme, j'en parle sur ma chaîne YouTube déjà, mais c'est une philosophie qui m'anime vraiment, donc less is more. Je vais peut-être me le faire tatouer d'ailleurs prochainement. Ouais, sérieusement? C'est un plan? Ouais, mais de manière minimaliste, c'est-à-dire je ne vais pas écrire less is more, je vais écrire moins égale plus, avec les symboles Ok, mathématiques comme ça. Donc le minimalisme écrit en mode ouais, minimaliste. ok. C'est ton premier tatouage? Non, j'en ai déjà deux. Ok. Bien, merci Emilio d'être venu partager avec nous. Merci à toi, Stan. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé le podcast Marketing Mania, vous allez adorer le mix du lundi, qui est une newsletter que j'envoie une fois par semaine, le lundi, comme vous l'aurez deviné, sur marketingmania.fr/mix. Dans cette newsletter, je vais vous en partager mes découvertes marketing, psychologie de la semaine. Je vais vous en partager des petites analyses qui sont un peu dans le style de ce que je fais sur YouTube, mais en plus court. Parfois, je vais trouver des idées qui sont intéressantes, que j'aurais bien aimé traiter dans une vidéo. Mais finalement, les vidéos, j'en fais pas si souvent que ça et je génère plus d'idées que j'ai le temps de les traiter. Et donc, les idées qui me restent, je les envoie dans le mix du lundi à mes abonnés. Ce que je fais aussi dans le mix du lundi, c'est que je vais partager les meilleurs articles, les meilleures vidéos, les meilleures idées que j'ai lues sur la semaine. Je vais faire mes recommandations livres. C'est une manière pour moi d'être en contact plus fréquent avec vous, de partager ce qui m'intéresse actuellement, ce sur quoi je réfléchis, mes nouvelles idées, mes nouvelles découvertes en termes de marketing et de psychologie. Pour recevoir le mix, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/mix, de rentrer votre email. Vous recevrez un email toutes les semaines le lundi. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un clic et absolument, bien sûr, aucun engagement. Sur ce, je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.